À nos formidables téléspectateurs de Cheating Tales Lab, bienvenue et merci. Votre présence rend ces histoires précieuses à partager. Nous aimerions savoir de quelle partie du monde vous nous rejoignez. Dites-le nous. Passons maintenant à l'histoire du jour. Chapitre 1. Les fondations. Blake Morrison a toujours cru en la construction d'empires, pas seulement en celle d'entreprise. À 42 ans, il possédait une chaîne de concessionnaires automobiles haut de gamme dans 3 États. Chacune témoignait de sa quête incessante de la perfection. Ses mains calleuses, après des années passées à travailler sur des moteurs avant de pouvoir se permettre d'embaucher des mécaniciens, signent aujourd'hui des contrats valant des millions. Blake avait gravi les échelons depuis un parc de caravanes dans la campagne du Tennessee, où son père alcoolique lui avait enseigné la plus précieuse leçon de sa vie. Ne dépends jamais de personne, car tout le monde finira par te laisser tomber. Cette philosophie lui avait été utile en affaires. Mais il a baissé sa garde face à Tiffany. Tiffany Morrison, née Walsh, était la fille d'un banquier local lorsque Blake l'a repérée pour la première fois, lors d'une vente aux enchères caritatives il y a 15 ans. Elle avait 23 ans, fraîchement sortie de l'université avec un diplôme en marketing qu'elle n'avait jamais utilisé, et possédait cette beauté naturelle qui faisait oublier aux hommes leur nom. Blake, alors propriétaire d'une concession en difficulté, avait dépensé ses 3000 derniers dollars pour obtenir un rendez-vous avec elle à cette vente aux enchères. Elle avait ri de ses blagues, admiré son ambition, et 6 mois plus tard, ils étaient mariés. Les premières années avaient été différentes. Tiffany semblait satisfaite de leur modeste maison de 2 chambres, l'ayant même aidé à tenir la comptabilité de la concession lorsque l'argent était rare. Elle lui avait donné 2 enfants, Emma, aujourd'hui âgée de 14 ans, et Caleb, 12 ans. Et pendant un temps, Blake s'était permis de croire qu'il avait trouvé ce que son père n'avait jamais eu, une famille fidèle. Mais le succès avait changé la donne. À mesure que les concessions se multipliaient et que l'argent affluait, Tiffany avait développé des goûts de luxe. La modeste maison s'était transformée en une demeure de 6 chambres. La Honda était devenue une BMW, puis une Mercedes, puis une collection de voitures de luxe qu'elle conduisait à peine. La femme qui découpait autrefois des coupons dépensait désormais plus en une seule séance de shopping que la plupart des gens en un mois. Blake s'était laissé aller à tout cela, confondant matérialisme et bonheur. Il travaillait 18 heures par jour, voyageait constamment pour affaires, à son retour, retrouvait une femme qui levait à peine les yeux de son téléphone et des enfants qui le voyaient comme un distributeur automatique de billets sur pattes. Mais il se disait que c'était temporaire, qu'une fois leur avenir assuré, les choses redeviendraient comme avant. Il aurait dû se souvenir de la leçon de son père. Les signes étaient là depuis des mois, évidents avec le recul. L'intérêt soudain de Tiffany pour le fitness, les nouveaux vêtements, les appels téléphoniques mystérieux qu'elle recevait dans d'autres pièces, la façon dont elle s'était mise à se disputer avec ses horaires de travail, l'accusant de négliger la famille tout en exigeant qu'il subvienne toujours davantage à ses besoins. Les soirs où elle prétendait être sortie avec des amis et rentrait avec une odeur d'eau de Cologne qui n'était pas la sienne. Blake avait tout remarqué, l'avait rangé dans un coin de sa tête, mais refusait d'en reconnaître le sens, car le reconnaître reviendrait à admettre que son père avait raison sur tout le monde, même sur les personnes qu'on aime le plus. La confrontation eut lieu un mardi soir de mars. Blake était rentré tôt d'un voyage d'affaires à Dallas, avec l'intention de surprendre Tiffany en lui offrant un dîner au restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Il avait même acheté des fleurs, des roses blanches, ses fleurs préférées. Il avait trouvé la maison vide, à l'exception d'un mot de la babysitter disant qu'elle avait emmené les enfants à l'entraînement de foot. La voiture de Tiffany avait disparu, mais sa localisation indiquait qu'elle se trouvait au Marriott du centre-ville. Blake s'y était rendu, les fleurs fanées sur le siège passager, se disant qu'il devait y avoir une explication. Il y avait bien eu une explication. D'accord. Il l'avait trouvé au bar de l'hôtel, niché dans un box d'angle avec un homme que Blake avait reconnu du country club, Kyle Bryan, un coach sportif spécialisé dans le coaching de vie pour les femmes au foyer fortuné. Kyle était plus jeune, bronzé, avec ce sourire facile qui suggérait qu'il n'avait jamais travaillé de sa vie. Il donnait des fraises à Tiffany et lui murmurait à l'oreille pendant qu'elle riait comme une adolescente. Blake était resté sur le pas de la porte pendant une minute entière, à regarder sa femme, après 15 ans de mariage, se comporter comme une folle amoureuse avec un homme qui ne savait probablement même pas épeler le nom de la voiture qu'elle conduisait. Les roses blanches lui avaient semblé incroyablement lourdes dans les mains. Il avait fait demi-tour et était parti sans un mot. Ce soir-là, quand Tiffany était rentrée avec une histoire de rendez-vous avec une petite amie pour boire un verre,
Blake avait simplement hoché la tête et était allé dans son bureau. Il était resté assis là jusqu'à l'aube, à contempler les photos de mariage et à se demander quand exactement il était devenu aussi idiot. Mais Blake Morrison n'avait pas bâti un empire en s'apitoyant sur son sort. Il l'avait bâti en étant plus intelligent, plus impitoyable et plus patient que ses concurrents. Si Tiffany voulait jouer, il lui montrerait à quoi ressemblait un vrai joueur. Il ne s'attendait tout simplement pas à ce qu'elle soit aussi audacieuse. Chapitre 2. La découverte. 3 semaines après l'incident de l'hôtel, Blake engagea un détective privé nommé Roy Hutchkin, un ancien inspecteur de police spécialisé dans les affaires matrimoniales. Roy était cher, discret et avait la réputation de trouver des informations que les autres enquêteurs ignoraient. Blake l'avait déjà utilisé pour évaluer des partenaires commerciaux potentiels, et Roy ne l'avait jamais déçu. « Donne-moi tout », lui avait dit Blake. « Je veux savoir ce qu'elle mange au petit déjeuner, quand elle respire et chaque seconde qu'elle passe avec ce personnage de Kyle. » Roy avait tenu parole en 1 semaine. Les preuves étaient accablantes et humiliantes par leur ampleur. Tiffany et Kyle se voyaient 3 fois par semaine depuis 2 mois, pas seulement pour le sexe, mais pour des rendez-vous élaborés que Blake finançait sans le savoir. Dîner coûteux, week-end en complexe hôtelier, virée shopping ou Kyle choisissait de la lingerie que Blake ne verrait jamais. Ils avaient même fait une escapade romantique dans la Napa Valley, prétextant à Blake qu'elle rendait visite à sa sœur à Portland. Mais ce sont les photos qui avaient vraiment enfoncé le clou. Tiffany paraissait plus heureuse sur ces clichés que sur des années de photos de famille. Elle riait, touchait Kyle sans cesse, le regardant comme elle regardait Blake à l'époque où il était encore assez fou pour croire à l'amour. L'insulte ultime était venue des SMS interceptés par Roy. Tiffany et Kyle n'avaient pas seulement une liaison. Ils projetaient un avenir ensemble. Kyle la poussait à quitter Blake et Tiffany hésitait uniquement parce qu'elle cherchait à maximiser son divorce. De toute façon, il n'est jamais à la maison. Un message disait « Emma et Caleb le connaissent à peine. Tu serais un meilleur père qu'il ne l'a jamais été. Qu'en vas-tu lui dire ?» avait répondu K. « J'en ai assez de nous faufiler comme des criminels. Tu mérites mieux qu'être marié à un bourreau de travail qui te traite comme un trophée. » Peu après, Tiffany avait rétorqué « Je dois juste m'assurer d'avoir assez pour subvenir à nos besoins. Blake me doit bien ça après toutes ces années de négligence. » Blake avait lu ces messages dans son bureau à minuit, entouré des trophées et des récompenses qui récompensaient des années de sacrifice et de travail acharné. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait accompli, c'était pour sa famille. Et il ne le voyait que comme un simple chèque de paie avec un inconvénient. Il avait passé 2 appels ce soir-là. Le premier à son avocat, lui demandant de commencer à transférer discrètement des actifs vers des comptes protégés. Le second à un certain Léo Cardani, qui proposait des solutions de sécurité spécialisées pour les dirigeants d'entreprises en situation délicate. Blake avait rencontré Léo 5 ans plus tôt lorsqu'un concurrent avait tenté de saboter l'une de ses concessions avec de faux avis et des preuves de manquement aux règles de sécurité. Léo avait résolu le problème rapidement et discrètement, et le concurrent avait mystérieusement décidé de délocaliser son entreprise dans un autre État. « J'ai besoin que vous installiez une surveillance chez moi », avait dit Blake à Léo. « Une surveillance complète à l'intérieur et à l'extérieur. Je veux que chaque conversation soit enregistrée, chaque mouvement suivi, et je veux que ce soit installé pendant que ma famille est absente ce week-end. »« Quel est le calendrier prévu ?» avait demandé Léo. « Quel que soit le temps que ça prendra, » avait répondu Blake. « Ça ne va pas être rapide. » Ce week-end-là, alors que Tiffany emmenait les enfants rendre visite à sa mère à Atlanta, l'équipe de Léo avait transformé la maison de Blake en poste de surveillance. Des caméras dans chaque pièce, sauf dans les chambres des enfants, des capteurs audio capables d'enregistrer le moindre murmure provenant de l'autre côté de la maison, et des traceurs GPS sur chaque véhicule dans le garage. Blake saurait tout ce qui se passait chez lui, même en son absence, surtout en son absence. La première avancée majeure était survenue 2 semaines plus tard. Blake était dans son bureau, à surveiller les images en direct sur son téléphone, lorsqu'il avait vu Kyle Brennan franchir sa porte d'entrée comme s'il était le maître des lieux. Tiffany l'attendait dans un peignoir en soie que Blake lui avait offert pour leur anniversaire. Quelques minutes plus tard, il montait à l'étage, dans la chambre principale, la chambre de Blake, dans le lit de Blake. Mais ce n'était pas l'adultère qui avait attiré l'attention de Blake. C'était ce que Kyle avait dit en se déshabillant. « Quand tout ça sera fini, on gardera cette maison. Elle est solide et les enfants y sont déjà bien. Blake peut trouver un autre logement. »« Tu es sûr que c'est possible ?» avait demandé Tiffany.
même avec les preuves qu'on fabrique. Crois-moi, avait répondu Kyle. Je l'ai déjà fait. Les riches comme Blake ne voient jamais venir les choses, car ils pensent que leur argent les rend intouchables. Quand on aura fini, il aura de la chance s'il garde une de ses concessions. Blake avait sauvegardé cet enregistrement avec des dizaines d'autres au cours des semaines suivantes. Il avait appris que Kyle n'était pas qu'un coach sportif. C'était un escroc professionnel spécialisé dans la séduction de femmes mariées fortunées, les manipulant pour les faire divorcer, puis encaissant une part du prix à payer. Tiffany n'était pas sa première victime. Elle était juste sa cible la plus lucrative. Leur plan était élaboré et vicieux. Kyle avait coaché Tiffany sur la façon de documenter les prétendues violences psychologiques de Blake, lui apprenant à simuler des blessures et l'aidant à fabriquer des preuves de son infidélité présumée. Il s'était même arrangé pour que Kyle surprenne Blake dans une situation compromettante avec l'une de ses complices, donnant à Tiffany un motif de divorce pour faute qui lui donnerait droit à une indemnisation plus importante. Mais leur geste le plus dévastateur avait été de monter les enfants contre lui. Blake avait vu en direct Kyle manipuler Emma et Caleb, leur bourrant la tête d'histoire sur la négligence et la cruauté supposée de leur père. Il leur avait acheté des cadeaux coûteux, les avait emmenés à des événements auxquels Blake était trop occupé pour assister et s'était progressivement imposé comme la figure paternelle qui leur manquait. En moins d'un mois, les enfants de Blake appelaient Kyle « Papa » et l'appelaient par son prénom. Le point de rupture était survenu un vendredi soir, lorsque Blake avait tenté d'emmener Emma à un bal père-fille à son école. Elle l'avait regardé avec la même froide indifférence que Tiffany avait perfectionnée et avait dit « J'ai déjà un rencard. Kyle m'emmène. Il se soucie vraiment de ce qui compte pour moi. » Blake avait passé ce week-end dans son bureau à regarder les images de vidéosurveillance de Kyle jouant à la balle avec Caleb dans le jardin, sous le regard adorable de Tiffany depuis le porche. Ses enfants riaient plus fort que jamais. Et Blake réalisa qu'il observait sa famille, sa vraie famille, et qu'il n'en faisait pas partie. C'est alors qu'il décida d'arrêter de jouer la défensive et de passer à l'attaque. Si Tiffany et Kyle voulaient détruire sa vie, il leur montrerait à quoi ressemblait vraiment la destruction. Le jeu était sur le point de changer et Blake Morrison jouait toujours pour gagner. Chapitre 3. Le texte et le piège. L'opportunité pour Blake s'est présentée un lundi matin de fin septembre. Il avait planifié sa contre-attaque depuis des semaines, déplaçant de l'argent, récupérant des preuves et positionnant ses pièces comme un maître d'échecs se préparant à un échec et mat. Il ne lui manquait plus que le bon moment pour déclencher le piège. Tiffany l'avait lui-même fourni. Blake avait été chez son concessionnaire du centre-ville, en train de négocier la vente d'une flotte avec un client d'affaires, son téléphone vibra et un SMS lui parvint. Il s'attendait à ce que ce soit de son assistante au sujet des rendez-vous de l'après-midi. En fait, c'était de Tiffany, et les mots le frappèrent comme un coup de poing. « J'ai emménagé avec mon petit ami. Les enfants l'appellent papa maintenant. Ne reviens pas. » Blake avait fixé le message pendant une minute entière. Assis dans son bureau pendant que son client attendait dans la salle de conférence. 15 ans de mariage, 2 enfants et tout ce qu'il avait sacrifié pour sa famille. Et voilà comment ça s'était terminé. Avec un SMS reçu comme une demande de rançon. Mais au lieu de la rage, Blake ressentit autre chose. Du soulagement. L'attente était terminée. Fini les simulations. Tiffany avait enfin montré son vrai visage, et maintenant il était libre de montrer le sien. Il avait répondu rapidement. « Million. J'espère qu'il aime tout payer. » Puis il avait passé l'appel qu'il préparait depuis des semaines. « Janet, c'est Blake Morrison, » avait-il dit à son banquier. « J'ai besoin que vous geliez le compte joint immédiatement. Point final sur toutes les cartes, tous les accès, tout. Monsieur Morrison, êtes-vous sûr? » Madame Morrison a été très active sur ce compte ces derniers temps, surtout Madame Morrison. Blake l'avait interrompue. Elle n'a plus d'autorisation pour aucun de ses biens communs. Je passerai cet après-midi pour signer les papiers. Blake alimentait ce compte à hauteur de 15 000 $ par mois. De l'argent qui couvrait l'hypothèque de leur maison, les mensualités de la voiture, les factures de cartes de crédit et les achats apparemment incessants de Tiffany. Kyle Brennan était sur le point d'apprendre ce que coûte un train de vie qu'il ne pourrait jamais se permettre. Le deuxième appel avait été adressé à Léo Cardini. « Il est temps », avait simplement dit Blake. « Vous voulez que j'active les protocoles secondaires? Tous. Je veux que tout soit prêt d'ici ce soir. » Le troisième appel avait été le plus important, et Blake avait savouré chaque chiffre en composant le numéro du tribunal des affaires familiales.
La juge Patricia Hanley devait une faveur à Blake, une faveur de taille, remontant à l'époque où Blake avait discrètement fait don de 100 000 $ à l'association caritative pour enfants qu'elle défendait. Plus important encore, elle avait la réputation d'être insensible aux conjoints infidèles, surtout lorsque des enfants étaient impliqués. Votre honneur, ici Blake Morrison. J'ai besoin d'une audience d'urgence. La réaction avait été rapide et brutale. 3 heures après que Blake eut gelé les comptes, son téléphone avait explosé d'appels affolés de Tiffany. Il les avait tous laissés tomber sur la messagerie. Il avait écouté plus tard sa voix passer de la confusion à la colère, puis à la panique. « Blake, qu'as-tu fait? Ma carte ne fonctionne pas. Réponds immédiatement. Ce n'est pas drôle. La voiture vient d'être saisie. Que as-tu fait? » Blake avait gardé le meilleur pour la fin, répondant enfin à son 4e appel alors qu'il était assis dans le bureau de son avocat à signer des papiers qui allaient tout changer. « Blake, Dieu merci. Tu dois régler ça tout de suite. » Kay est allé faire les courses et sa voiture a été mise en fourrière sur le parking. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas payé depuis 3 mois. « C'est dommage, » avait dit Blake calmement. « Tu devrais peut-être appeler la banque de Kyle. C'est notre voiture. » « Tu ne peux pas. En fait, c'est ma voiture immatriculée à mon nom, assurée par ma police d'assurance et achetée avec mon argent, comme tout ce dont tu as profité. Espèce de salaud. Tu ne peux pas nous laisser en plan comme ça. Je peux, et je le ferai. Bonne chance pour expliquer aux enfants pourquoi Papa Kyle n'a pas les moyens de s'occuper d'eux. » Blake avait raccroché et rappelé immédiatement Léo. « La phase 2 est lancée, » avait-il dit. « Je veux qu'ils comprennent exactement à quoi ils ont affaire. » Au coucher du soleil, le plan de Blake était en pleine action. La maison, qui était uniquement à son nom, grâce à un contrat prénuptial que Tiffany avait été trop amoureuse pour lire attentivement, était désormais sous la surveillance d'une agence de sécurité privée. Les tentatives de Kyle pour entrer étaient documentées pour l'ordonnance restrictive que l'avocat de Blake préparait. Mais le véritable coup de maître avait été l'appel de Blake à l'école d'Emma. En tant que père et principal soutien financier, Blake avait parfaitement le droit de retirer ses enfants des activités périscolaires auxquelles Kyle les avait inscrits. Il avait également annulé leurs abonnements au country club, à l'académie de tennis et à toutes les autres activités que Kyle utilisait pour tisser des liens avec eux. Le plus dévastateur, c'est que Blake avait appelé son comptable et restructuré le fonds fiduciaire qu'il avait constitué pour les études supérieures d'Emma et Caleb. L'argent était toujours là, toujours à eux, mais il était désormais assorti de conditions. Ils devaient entretenir une relation avec leur père, atteindre des objectifs scolaires précis et faire preuve de ce que l'avocat de Blake avait soigneusement qualifié de respect approprié des valeurs familiales. Le plus beau, c'est que Blake n'avait rien fait d'illégal, ni même techniquement injuste. Il exerçait simplement ses droits de mari, de père et de propriétaire. Si Tiffany voulait le quitter pour Kyle, elle était libre de le faire, mais elle le ferait avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait. Ce soir-là, Blake était passé devant sa maison, son ancienne maison, et avait vu le pick-up de Kyle garé dans l'allée. Grâce aux images de surveillance qu'il recevait encore sur son téléphone, il avait vu Kyle arpenter la cuisine d'un air furieux, tandis que Tiffany était assise au comptoir, la tête entre les mains. « C'est temporaire, » disait Kyle. « Il essaie juste de nous faire peur. Une fois le divorce prononcé, on aura la moitié de tout. Et si on ne le fait pas, » avait murmuré Tiffany. « Et s'il se défend? Tu ne connais pas Blake comme moi. Quand il veut quelque chose, il l'obtient. Alors on fera en sorte qu'il n'ait pas le choix, » avait répondu Kyle. Et Blake l'avait vu sortir son téléphone. « J'ai des amis qui savent comment gérer les types comme ton mari. Des garçons riches qui se croient intouchables grâce à leur argent. » Blake avait souri en sauvegardant cet enregistrement. Kay venait de le menacer sur bande vidéo chez Blake. Cela faciliterait grandement l'obtention de l'ordonnance restrictive, mais surtout, Kay venait de montrer à Blake à quel genre d'homme il avait affaire. Ce ne serait pas une procédure de divorce civilisé. Ce serait une guerre. Et Blake Morrison s'y était préparé toute sa vie. En se rendant à son appartement temporaire en centre-ville, un luxueux penthouse qu'il avait loué discrètement des mois auparavant, Blake avait ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De l'excitation. Trop longtemps, il avait joué selon les règles des autres, essayant d'être le mari et le père qu'il pensait que sa famille attendait. Maintenant, il allait être l'homme que son père lui avait appris à être, impitoyable et sans pitié pour ceux qui le trahissaient. Tiffany et Kyle avaient commencé ce jeu en pensant jouer contre un homme d'affaires faible qui valorisait la famille par-dessus tout.
Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient en réalité déclaré la guerre à un homme qui s'était extirpé de la pauvreté en détruisant tous ceux qui se dressaient sur son chemin. Et Blake Morrison n'oublia jamais les leçons que la pauvreté lui avait enseignées. Chapitre 4. L'architecte de la ruine. L'appartement en attique de Blake occupait le dernier étage de la Morrison Tower, un immeuble commercial qu'il avait acheté 3 ans plus tôt pour investir. L'ironie du sort ne lui échappait pas, il vivait désormais dans un immeuble qui portait son nom, tandis que sa femme infidèle jouait à la maison avec son petit ami dans la maison qu'il lui avait achetée. Mais l'appartement avait une autre utilité que de se protéger. Depuis ses baies vitrées, Blake pouvait voir son ancienne maison, à 12 pâtés de maison. Et surtout, il avait transformé la deuxième chambre en centre de commandement pour la guerre qu'il s'apprêtait à mener. 3 immenses écrans diffusaient les images des caméras de sécurité encore en fonctionnement chez lui, tandis qu'un 4e affichait les données de localisation en temps réel des GPS que l'équipe de Léo avait installés sur chaque véhicule auquel Tiffany et Kyle avaient accès. Une ligne téléphonique sécurisée le reliait directement à Léo, tandis que des comptes de messagerie cryptés lui permettaient de communiquer avec son avocat, son comptable et le détective privé qui enquêtait encore sur les antécédents de Kyle. Blake avait toujours été méthodique en affaires. Mais là, c'était différent. C'était personnel, et il mettait à profit des ressources que la plupart des gens n'imaginaient même pas. La première phase de son plan avait consisté en un simple étranglement financier. Dans les 72 heures suivant le SMS de Tiffany, Blake avait systématiquement démantelé tout système de soutien financier qu'elle tenait pour acquis. Le compte joint avait été gelé, les cartes de crédit annulées, le téléphone fixe, Internet et le câble avaient été coupés. Même le service de livraison de courses qui débitait automatiquement les comptes de Blake avait été supprimé. Mais ce n'était que le début. Le deuxième appel de Blake avait été adressé à Patricia Hanley, la pédiatre de ses enfants, une femme qui connaissait Emma et Caleb depuis leur plus jeune âge. Le docteur Hanley avait été perturbé d'apprendre que les enfants vivaient avec un homme adulte sans lien de parenté, sans vérification des antécédents ni accord de garde. Monsieur Morrison, je dois vous informer que cette situation pourrait être considérée comme une mise en danger d'un enfant, avait-elle déclaré lors de leur appel téléphonique. Si M. Brennan n'a pas été correctement examiné et s'il agit en quelque sorte comme un tuteur sans autorisation légale, c'est exactement ce qui m'inquiète, avait répondu Blake. Je pense que nous devons impliquer les services de protection de l'enfance pour assurer la sécurité d'Emma et de Caleb. L'enquête des services de protection de l'enfance avait été rapide et approfondie. La vérification des antécédents de Kyle avait révélé 2 ordonnances restrictives déposées par d'anciennes petites amies, une faillite 3 ans plus tôt et une suspension de permis pour cause de pension alimentaire impayée pour une fille au Nevada. Rien de tout cela n'était nécessairement disqualifiant, mais tout cela dressait le portrait d'un homme qui prenait de mauvaises décisions et ne respectait pas ses engagements. Plus préjudiciable encore était l'évaluation psychologique exigée par les services de protection de l'enfance pour tous les adultes du foyer. Kyle avait échoué lamentablement, affichant ce que le psychologue avait qualifié de tendance narcissique et une obsession malsaine pour la richesse matérielle. Tiffany n'avait pas fait beaucoup mieux, apparaissant comme dépendante émotionnellement et manquant de limites claires concernant le bien-être de ses enfants. Le rapport recommandait uniquement des visites supervisées immédiates, en attendant une décision. Audience pour la garde complète. Le 3e AVC de Blake avait été le plus dévastateur. Il avait contacté les précédentes victimes de Kyle. Roy Hutchkin, le détective privé, avait gagné chaque dollar que Blake lui versait. Kyle Brennan n'était pas seulement un adultère en série. C'était un prédateur professionnel qui pratiquait la même arnaque depuis près de 10 ans. Roy avait identifié 4 autres femmes fortunées que Kyle avait séduites, manipulées pour les faire divorcer, puis abandonnées une fois sa part du montant de l'indemnisation obtenue. La victime la plus récente était une femme nommée Monica Reeves, dont le mari était propriétaire d'une chaîne de restaurants dans le Kentucky. Kyle avait détruit leur mariage de 20 ans, s'était enfui avec près de 200 000 $ et avait laissé Monica émotionnellement brisée et ruinée financièrement. Elle vivait dans un studio et travaillait comme serveuse lorsque Roy l'avait contactée. « J'attends depuis 3 ans que quelqu'un m'appelle au sujet de Kyle », avait confié Monica à Blake lors de leur visioconférence. J'ai essayé de prévenir les gens, mais personne ne voulait m'écouter. Les femmes riches ne veulent pas croire qu'elles puissent se laisser berner par quelqu'un comme lui. Monica avait accepté de témoigner à l'audience pour la garde de Blake, comme 2 autres victimes de Kyle. Mais surtout, elle avait apporté à Blake quelque chose d'inestimable,
la stratégie de Kyle. Il a tout un système, avait expliqué Monica. D'abord, il identifie les femmes dont les maris voyagent beaucoup pour le travail. Ensuite, il se pose en ami compréhensif, celui qui les voit vraiment. Il les fait se sentir belles et appréciées tout en les retournant peu à peu contre leur mari. Quel est son but? Avait demandé Blake. Il les convainc de demander le divorce, invoquant généralement des violences psychologiques ou de la négligence. Puis il les aide à gonfler leurs prétentions pour maximiser l'accord. Une fois l'argent versé, il prend sa part et passe à l'étape suivante. Et les enfants? Le visage de Monica s'était assombri. Il les utilise comme levier, les rend dépendantes de lui, les retourne contre leur père, puis menace de les lui enlever si la femme ne coopère pas. Ma fille ne m'a pas adressé la parole pendant 2 ans, car Kyle l'avait convaincu que je la trahissais en ne divorçant pas. De son père plus tôt. Blake avait enregistré chaque mot de cette conversation. Lorsqu'il eut fini de documenter le comportement de Kyle, il avait suffisamment de preuves pour porter plainte pour fraude, extorsion et mise en danger d'enfants dans plusieurs États. Mais Blake ne souhaitait pas envoyer Kyle en prison. La prison était trop facile, trop rapide. Blake voulait qu'il souffre comme il avait souffert, lentement, complètement, et en comprenant pleinement son impuissance. La 4e phase du plan de Blake impliquait directement Emma et Caleb, et ce fut la chose la plus douloureuse qu'il ait jamais eu à faire. Grâce aux images de vidéosurveillance, Blake avait vu ses enfants lutter pour comprendre pourquoi leur monde s'écroulait. Emma, toujours la plus perspicace des deux, avait commencé à poser des questions gênantes sur les raisons pour lesquelles Kyle n'avait pas les moyens de remplacer la voiture saisie. Caleb, plus jeune et plus confiant, était simplement perplexe quant aux raisons pour lesquelles son père ne répondait pas à ses appels téléphoniques. Blake avait voulu se précipiter pour tout expliquer et leur montrer les preuves de la manipulation de Kyle et de la trahison de Tiffany, mais son avocate avait prévenu ses patients. L'audience pour la garde des enfants a lieu dans 2 semaines, lui avait-elle rappelé. Si vous les contactez directement, l'avocat de Tiffany prétendra que vous essayez de les manipuler. Laissez les preuves parler d'elles-mêmes. Blake avait donc attendu, observant à travers des caméras cachées le monde de contes de fées de ses enfants s'effondrer autour d'eux. Le masque de Kyle tombait de jour en jour, la pression financière augmentant. Sans l'argent de Blake pour financer leur train de vie, Kyle avait été contraint de demander à Tiffany de trouver un emploi, ce qu'elle n'avait pas fait depuis plus de 10 ans. Face à ses difficultés à trouver un emploi à la hauteur de ses attentes, Kyle était devenu de plus en plus irritable et exigeant. Le point de rupture était survenu lorsque Kyle avait crié sur Emma pour avoir posé trop de questions sur leur situation. Blake avait vu sa fille de 14 ans reculer de peur devant l'homme qu'elle appelait « papa », et il avait dû s'agripper à son bureau pour ne pas se rendre immédiatement sur place. Mais il s'était retenu, car il savait quelque chose que Kyle ignorait. La phase finale de son plan allait commencer. Blake avait passé 15 ans à bâtir un empire commercial, et il avait appris que les attaques les plus dévastatrices n'étaient pas les plus évidentes. C'étaient celles que l'ennemi ne voyait pas venir avant qu'il ne soit trop tard pour s'en défendre. Kyle Brennan allait découvrir ce que signifiait être systématiquement détruit par quelqu'un qui comprenait à la fois la patience et le pouvoir. Et contrairement aux précédentes victimes de Kyle, Blake Morrison n'était pas un époux au cœur brisé en quête de justice. C'était un prédateur qui avait trouvé un autre prédateur sur son territoire, et il allait lui montrer comment fonctionne la chaîne alimentaire. Chapitre 5. Le jugement commence. L'audience pour la garde des enfants était prévue pour un jeudi matin de la mi-octobre, mais la véritable offensive de Blake avait commencé 3 jours plus tôt lorsque Léo Cardani avait passé un appel très précis à une personne très précise. L'inspecteur Rodriguez. Voici Léo Cardani. J'ai des informations sur Kyle Brennan qui, je pense, vous intéresseront. L'inspectrice Carmen Rodriguez enquêtait sur Kyle depuis 8 mois. Depuis qu'une femme nommée Janet Fleming avait porté plainte, l'accusant de l'avoir escroqué de 60 000 $ dans le cadre d'un faux placement. L'affaire était au point mort, Janet ne parvenant pas à fournir suffisamment de preuves. Mais Rodriguez soupçonnait Kyle de se livrer à bien plus que de simples arnaques sentimentales. L'appel de Léo avait apporté les pièces manquantes du puzzle. Nous avons des conversations enregistrées où Brennan planifie une fraude à l'assurance. Léo avait confié à Rodriguez qu'il coachait Madame Morrison pour simuler des blessures en vue d'un procès pour préjudice corporel. Nous avons également des preuves qu'il utilisait l'usurpation d'identité pour ouvrir des cartes de crédit au nom de M. Morrison. Les enregistrements fournis par Léo étaient accablants. Dans l'un d'eux,
On entendait Kyle expliquer à Tiffany comment simuler une chute dans les escaliers de la maison de Blake, avec des instructions sur les échymoses à photographier et comment chronométrer l'accident pour un impact juridique maximal. Dans un autre, Kyle lui apprenait à imiter la signature de Blake sur des demandes de prêt. Ce que Kyle ignorait, c'est que chaque conversation avait été enregistrée par le système de surveillance que Blake avait installé des mois plus tôt. L'inspecteur Rodriguez avait obtenu un mandat en quelques heures. Et mardi matin, Kyle Brennan était arrêté dans l'ancienne allée de Blake alors qu'il chargeait des appareils électroniques volés dans son camion. Blake avait assisté à l'arrestation grâce à ses caméras de sécurité, savourant chaque instant tandis que Kyle était menotté et lisait ses droits. Les accusations étaient graves: fraude, usurpation d'identité, complot en vue de commettre une fraude à l'assurance et vol de biens de plus de 10 000 $. Dans leur état, ces accusations étaient passibles d'une peine de 15 à 20 ans de prison. Mais l'arrestation n'était que le début. Alors que Kyle était incarcéré dans la prison du comté, en attente d'une audience de libération sous caution qu'il ne pouvait pas payer, Blake avait activé la deuxième partie de son plan. Par l'intermédiaire de son avocat, il avait déposé une demande d'injonction de ne pas faire contre Kyle, invoquant les menaces enregistrées et les preuves d'activité criminelle. L'ordre a interdit à Kyle de contacter Emma et Caleb, entrant dans la propriété de Blake ou venant à moins de 500 pieds de tout membre de la famille de Blake. Tiffany s'était retrouvée soudainement seule dans une maison qu'elle ne pouvait pas se permettre avec 2 enfants confus et aucun moyen de payer les nécessités de base. L'électricité avait été fermée ce matin-là pour non-paiement, et le réfrigérateur était vide parce que le service de livraison de l'épicerie nécessitait une carte de crédit qu'elle ne possédait plus. C'est à ce moment-là que Blake avait fait son mouvement. Il s'était montré à la maison mercredi soir, non pas en tant que mari en train de mendier la réconciliation, mais en tant que père qui collectionne ses enfants. Emma et Caleb étaient assis dans le salon sombre avec des lampes de poche, faisant des devoirs à la lumière des bougies, comme quelque chose d'un roman de Dickens. « Papa !» Emma avait levé les yeux lorsqu'il avait franchi la porte d'entrée, sa voix incertaine. « Eh, chérie !» dit Blake doucement. « Je suis ici pour vous emmener et Caleb quelque part avec l'électricité. Et la nourriture. Aimeriez-vous ça? » Pour la première fois depuis des mois, ses enfants avaient l'air vraiment heureux de le voir. Tiffany avait tenté d'intervenir, bien sûr. Elle s'était précipitée dans les escaliers dans l'une de ses tenues de créateur, les cheveux et le maquillage parfaits malgré le fait qu'elle vivait comme une réfugiée dans sa propre maison. « Vous ne pouvez pas simplement les prendre » a-t-elle protesté. « Ils vivent ici. C'est leur maison. »« En fait, c'est ma maison » avait répondu Blake calmement. « Et selon l'ordonnance de garde que j'ai obtenue cet après-midi, les enfants resteront avec moi, en attendant la résolution des accusations criminelles contre votre petit ami. » Blake lui avait remis les documents judiciaires, regardant son visage s'effondrer alors qu'elle avait lu la langue légale qui l'avait dépouillée de tout ce qu'elle avait tenu pour acquis. L'ordonnance de garde d'urgence a accordé à Blake la garde physique complète d'Emma et Caleb jusqu'à ce qu'une audience appropriée puisse être tenue. L'ordonnance d'interdiction a interdit à Kyle de tout contact avec les enfants. Et l'injonction de la propriété a donné à Blake le droit de récupérer sa maison immédiatement. « Ce n'est pas légal » avait chuchoté Tiffany. Mais Blake pouvait voir dans ses yeux qu'elle savait que c'était. « Vous avez 24 heures pour retirer vos effets personnels » avait poursuivi Blake. De l'argent, et ils appartenaient à Blake. Alors que Blake s'était éloigné avec ses enfants, il avait vu Tiffany debout dans l'embrasure de la maison qui n'était plus la sienne, tenant une clé à une unité de stockage 10x10, et en comprenant enfin le prix de sa trahison. Cette nuit-là, dans son appartement de Penthouse, Blake s'était assis avec Emma et Caleb pour la première vraie conversation qu'ils avaient eue depuis des mois. Il leur avait montré les preuves de la manipulation de Kyle, expliqué comment ils avaient été utilisés comme des pions dans un jeu con et répondu à leurs questions sur les raisons pour lesquelles leur famille s'était effondrée. Emma, assez vieille pour comprendre les implications, avait pleuré pendant 1 heure. Mais ce ne sont pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Je savais que quelque chose n'allait pas, a-t-elle admis. K était gentil au début, mais ces derniers temps, il se mettait en colère tout le temps, et maman semblait effrayée de lui. Caleb, plus jeune mais tout aussi perspicace, avait simplement demandé « Allons-nous aller bien, papa? Nous allons être meilleurs que bien. » Blake avait promis. « Nous allons encore être une vraie famille. » Mais Blake n'était pas fini avec Tiffany et Kyle. L'arrêt, l'ordre de garde et l'expulsion n'étaient que le début de leur punition. Blake avait appris la patience des années de construction de son entreprise.
Et il comprenait que la véritable vengeance n'était pas une fois la satisfaction. Liberté avait jusqu'à ce qu'il ne soit pas à tourner. Ennemi avec les ressources et l'impitoyabilité de le poursuivre dans tous les aspects de sa vie. La première cible de Blake était les autres clients de Kyle. Grâce à l'enquête de Royer, Blake avait identifié 3 autres femmes riches que Kyle cultivait actuellement pour son arnaque romantique. 2 étaient dans les premiers stades de la manipulation émotionnelle, tandis que la troisième, une veuve nommée Hélène Martinez, qui possédait une entreprise de restauration réussie, parlait déjà de laisser Kyle dans son testament les atouts de son défunt mari. Blake a fait en sorte que Léo organise une réunion avec chaque femme, leur présentant des preuves documentées des antécédents criminels de Kyle et de son arrestation actuelle. La révélation que leur charmant instructeur de fitness était en fait un escroc de carrière spécialisé dans le ciblage des femmes vulnérables avait des résultats prévisibles. Hélène Martinez avait été particulièrement insensée pour apprendre que Kyle lui avait dit qu'elle était spéciale, tout en séduisant simultanément 2 autres femmes avec des tactiques romantiques identiques. Elle avait immédiatement appelé son avocat pour retirer Kyle de son testament et avait déposé son propre rapport de police détaillant les tentatives de Kyle pour manipuler ses finances. Mais la décision la plus dévastatrice de Blake avait impliqué Kyle ex-femme au Nevada. Kyle devait 37 000 $ en pension alimentaire pour enfant à sa fille de 8 ans, Madison. Son ex-femme, Angela Brennan, avait du mal à collecter l'argent depuis des années tout en travaillant 2 emplois pour soutenir leur enfant. Grâce à l'avocat de Blake, Angela avait appris l'arrestation de Kyle et son modèle documenté de fraude des femmes riches. Plus important encore, elle a appris que Kyle vivait un mode de vie coûteux tout en revendiquant la pauvreté pour éviter ses obligations de pension alimentaire pour enfants. Angela avait immédiatement contacté le bureau du procureur du district du Nevada pour poursuivre des accusations criminelles pour non-paiement volontaire de la pension alimentaire pour enfants. Au Nevada, en raison de plus de 10 000 $ de soutien aux DOS était un crime qui comptait une peine potentielle pouvant aller jusqu'à 6 ans de prison. Blake avait également pris des dispositions pour que Angela reçoive des copies de tous les dossiers financiers documentant le style de vie coûteux de Kyle avec Tiffany. Vêtements de créateur, vacances de luxe, dîner cher, tout comme Kyle prétendait qu'il ne pouvait pas se permettre de soutenir sa propre fille. Vendredi après-midi, Kyle faisait face des accusations de crime dans 2 États et ont eu des mandats pour son arrestation au Nevada. Sa caution avait été refusée sur la base de son risque de vol et de son histoire d'utilisation de fausses identités pour éviter les obligations légales. Mais Blake n'a pas fini avec Kyle. Il ne faisait que commencer à Tiffany. Tiffany avait passé sa première nuit de liberté dans l'unité de stockage que Blake avait fournie, dormant sur un lit de lit qui coûte moins d'une de ses factures de déjeuner typiques. Elle a essayé d'appeler sa mère, mais Blake avait prévu ce déménagement il y a des mois. La mère de Tiffany, Martha Walsh, était une veuve vivant sur un revenu fixe qui avait toujours ressenti Blake pour avoir volé sa fille à la famille. Ce que Martha ne savait pas, c'est que Blake avait payé tranquillement son centre de vie assisté depuis 3 ans. Il avait également couvert ses frais médicaux, son paiement de voiture et l'allocation mensuelle qu'elle utilisait pour maintenir son niveau de vie. Lorsque Tiffany avait appelé à mendier de l'aide, Martha avait été forcée d'admettre qu'elle ne pouvait pas se permettre de soutenir sa fille financièrement. Pire, Martha était maintenant terrifiée que sa propre situation confortable puisse soyez en danger si elle en colère Blake. « Chérie, je ne comprends tout simplement pas comment tu pouvais jeter tout ce que Blake t'a donné pour un instructeur de fitness. » Martha avait déclaré lors d'un appel téléphonique que l'équipe de surveillance de Blake avait enregistré. Blake a été bon pour cette famille, et vous n'êtes rien d'autre que égoïste et ingrat. Les amis de Tiffany du country club étaient également antipathiques. La plupart d'entre eux étaient mariés avec les associés ou les clients commerciaux de Blake, et ils ont compris de quel côté du conflit protégerait leurs propres intérêts. Ward s'était répandu rapidement dans leur cercle social que Tiffany avait trompé Blake avec un escroc qui faisait maintenant face à des accusations de crime. Dans leur monde, être associé à quelqu'un comme Tiffany était un suicide social. L'option nucléaire de Blake avait pris la forme d'un procès qui aurait été impossible à poursuivre pour la plupart des gens, mais qui était simplement cher pour quelqu'un avec ses ressources. Par l'intermédiaire de son avocat, Blake avait déposé une poursuite civile contre Tiffany et Kyle pour fraude, complot, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et aliénation de l'affection. Le procès a demandé des dommages-intérêts de 5 millions de $,
Le nombre avocat de Blake avait calculé sur la base du coût de la reconstruction de la relation de Blake avec ses enfants, de l'impact sur la réputation de son entreprise et du traumatisme émotionnel de la découverte de la trahison systématique de sa femme. Plus important encore, le procès obligerait Tiffany à embaucher son propre avocat, à payer des frais de justice et à s'asseoir pour des dépositions où elle serait obligée de répondre aux questions sur tous les aspects de son affaire sous serment. Puisqu'elle n'avait pas d'argent pour la représentation juridique et aucune famille ou ami prêt à l'aider, Tiffany affronterait l'équipe de Blake d'avocats coûteux tout en se représentant. L'impact psychologique avait été immédiat et dévastateur. Blake avait regardé à travers son équipement de surveillance restant alors que Tiffany s'était complètement décomposée, sanglotant dans la maison vide qui avait autrefois été son sanctuaire. Elle a essayé d'appeler le téléphone de Kyle, ne sachant pas qu'il était assis dans une cellule de prison sans aucune perspective de caution. Elle a essayé d'appeler les avocats qu'elle avait consultés pour divorcer de Blake, seulement pour découvrir qu'aucun d'entre eux ne prendrait son cas sans paiement qu'elle ne pouvait pas fournir. Samedi matin, exactement une semaine après avoir envoyé à Blake ce triomphant SMS, Tiffany avait été réduite à se tenir debout à l'extérieur de l'immeuble de bureau de Blake, tenant un panneau en carton qui disait « Aider », tout en portant les mêmes vêtements qu'elle avait eus pendant 3 jours. Blake l'avait regardé depuis ses pentouses, ne ressentant que la satisfaction du froid alors que sa femme tricheuse suppliait le changement de rechange des étrangers qui l'ont reconnue comme la femme qui avait été partout dans les nouvelles locales pour sa liaison avec une escroc accusée. Cet après-midi, Tiffany avait finalement appelé le téléphone de Blake, sa voix cassée et désespérée. « Blake, s'il te plaît, murmura-t-elle. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que je vous fais du mal, mais je dors dans une unité de stockage et je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Pouvons-nous s'il vous plaît parler? Parler de quoi? Blake avait répondu froidement. Vous m'avez dit de ne pas prendre la peine de rentrer à la maison, donc je ne l'ai pas fait. Et maintenant je ne le ferai jamais. Mais Kyle a été arrêté. Il m'a menti. Je ne savais pas qu'il était un criminel. Vous ne saviez pas qu'il était un criminel, mais vous saviez qu'il manipulait nos enfants. Vous saviez qu'il utilisait mon argent pour financer votre affaire. Vous saviez que vous détruisiez notre famille, et vous l'avez fait quand même parce que vous pensiez que vous pouviez échanger. S'il vous plaît, Blake, je ferai n'importe quoi. Je vais signer ce que vous voulez. J'irai au counseling. Vous j'ai quoi? Vous faites semblant d'être désolé jusqu'à ce que vous trouviez un autre Kyle. Vous trouvez une bonne mère jusqu'à la prochaine fois que quelqu'un vous offre quelque chose que vous pensez mieux. Blake l'avait regardé à travers ses flux de sécurité alors qu'elle s'était effondrée sur le trottoir, comprenant finalement que ses actions avaient des conséquences qu'elle n'avait jamais envisagées. « Les enfants et moi allons aller bien », avait poursuivi Blake. « Nous allons à nouveau être une famille. Une vraie famille sans les gens qui pensent que l'amour est quelque chose que vous pouvez échanger quand une meilleure offre arrive. » Et moi? Tiffany avait sangloté. « Qu'est-ce que je suis censé faire ?» Blake avait souri en livrant ces derniers mots à la femme qui l'a trahi. « Honnêtement, je m'en fiche. Vous avez fait votre choix, Tiffany. Vivez maintenant avec. » Comme Blake avait raccroché le téléphone, il avait ressenti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Paix. La femme qui avait systématiquement détruit sa famille obtenait exactement ce qu'elle méritait, et ses enfants étaient enfin à l'abri de son influence toxique. Mais la vengeance de Blake n'était pas encore complète. Il avait encore une phase de plus à exécuter, et cela garantirait que ni Tiffany ni Kyle ne pourraient jamais blesser une autre famille comme ils avaient blessé le sien. Certaines leçons que Blake avait apprises devaient être permanentes. Chapitre 7. Le jugement final. L'audience de garde permanente était prévue pour le mardi avant Thanksgiving, mais Blake avait passé les semaines à venir en veillant à ce que le résultat ne soit jamais en doute. La juge Patricia Hanley avait une réputation de préparation approfondie et Blake s'était assuré qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin pour prendre la bonne décision pour Emma et Caleb. La preuve que Blake a présentée était écrasante dans sa portée et dévastatrice dans ses implications. Des images de sécurité ont montré que Kyle manipulait les enfants contre leur père. Les enregistrements audio ont capturé Kyle coaching Tiffany pour commettre une fraude à l'assurance. Les dossiers financiers ont prouvé que Kyle vivait de l'argent volé tout en abandonnant sa propre fille au Nevada. Mais le témoignage le plus dommageable était venu d'Emma elle-même. À 14 ans, Emma était assez vieille pour témoigner de ses préférences dans les arrangements de garde, et ses mots avaient traversé la salle d'audience comme une lame. Elle a décrit comment Kyle l'avait progressivement isolée de son père, lui promettant une vie meilleure tout en détruisant systématiquement la famille qu'elle avait connue.
Elle a parlé de se sentir effrayée et confus alors que le masque de Kyle avait glissé, révélant un homme en colère et contrôlant qui ne ressemblait à la charmante figure qu'il avait présentée initialement. « Je ne veux plus vivre avec ma mère », avait déclaré clairement Emma, en regardant directement le juge en lait. Elle a choisi Kyle sur moi et Caleb. Elle a choisi par rapport à notre famille. Je veux rester avec mon père où je me sens en sécurité. Caleb, trop jeune pour témoigner officiellement, avait été interrogé par un psychologue d'enfants nommé par le tribunal qui avait conclu que les deux enfants montraient des signes de manipulation émotionnelle et étaient fortement liés à leur père. L'avocat de Tiffany, la courte note, une défenseur publique qui avait été affectée à son cas après avoir prouvé qu'elle ne pouvait pas se permettre une représentation privée, avait tenté de faire valoir qu'elle avait été victime de la manipulation de Kyle autant que quiconque. Mais les preuves ont suggéré le contraire. Les messages textes entre Tiffany et Kyle l'ont montré en participant activement à des plans pour frauder Blake et manipuler les enfants. Les dossiers financiers ont prouvé qu'elle vivait bien au-delà de tout moyen raisonnable tandis que son mari travaillait de 18 heures pour soutenir son style de vie. La plupart des dommages de tous, des conversations enregistrées l'ont révélé discuter de la façon de maximiser son règlement de divorce tout en ne montrant aucune préoccupation pour l'impact sur Emma et Caleb. Kyle, toujours en prison en attente de procès pour plusieurs accusations de crime, n'avait même pas été autorisé à assister à l'audience. Ses droits parentaux concernant Madison avaient été licenciés au Nevada après que le procès d'Angela ait révélé toute l'étendue de ses crimes financiers. Il était confronté à un minimum de 10 ans de prison dans plusieurs juridictions, et sa peine fonctionnerait probablement beaucoup plus longtemps. La décision du juge en lait avait été rapide et décisive. La garde permanente complète de Blake avec Tiffany a accordé des visites supervisées une fois par mois contingent à ses cours de parentalité terminés et à des conseils psychologiques. Mais la victoire la plus dévastatrice de Blake était venue sous la forme de l'opinion écrite du juge, qui avait été déposée en tant que dossier public et repris par des médias locaux affamés pour une histoire sensationnelle de familles riches se détruisant. Cette cour conclut que la conduite de Mme Morrison représente un abandon fondamental de ses responsabilités parentales. La juge en lait avait écrit sa volonté de permettre à un homme adulte, non adapté d'assumer un rôle parental avec ses enfants mineurs, combiné à sa participation à des régimes criminels conçus pour frauder son mari démontre un comportement qui place ses propres désirs au-dessus du bien-être de ses enfants. Le juge avait été encore plus sévère dans son évaluation de Kyle. M. Brennan représente le pire type de prédateur, celui qui cible les familles pour une destruction systématique tout en manipulant les enfants vulnérables à son propre avantage. Ce tribunal recommande fermement que ces poursuites pénales se rendent dans toute la mesure de la loi. Mais le dernier coup de maître de Blake était venu sous la forme d'une colonie civile qui garantira à Tiffany ne pourrait plus jamais constituer une menace pour une autre famille. Grâce à ses avocats, Blake avait offert à Tiffany un accord. Elle pourrait accepter un règlement de 50 000 $ et accepter de quitter l'État en permanence, ou elle pourrait continuer à lutter contre le procès de 5 millions de dollars tout en se représentant contre l'équipe d'avocats de Blake. Les 50 000 $ sont venus avec des conditions qui suivraient Tiffany pour le reste de sa vie. Il serait interdit de sortir ensemble ou de cohabiter avec tout homme qui avait des enfants de moins de 18 ans. Elle serait tenue de divulguer ses antécédents criminels à tout partenaire romantique potentiel. Elle se soumettrait à des évaluations psychologiques aléatoires pendant 5 ans pour s'assurer qu'elle s'attaquait à ses problèmes de comportement. Plus important encore, elle accepterait un registre d'ADN qui alerterait les forces de l'ordre si elle avait jamais des enfants avec un autre homme, en veillant à ce que toute progéniture future soit protégée de son modèle de mise en danger des enfants. Tiffany avait signé l'accord sans le lire attentivement. Désespérée d'échapper au cauchemar légal que Blake avait créé autour d'elle, elle avait pris les 50 000 $ et avait déménagé en Floride, où elle avait loué un studio et avait trouvé du travail comme commis aux ventes dans un magasin de vêtements à prix réduit. Mais la vengeance de Blake ne s'est pas terminée avec l'exil de Tiffany. Il avait également pris des dispositions pour que l'histoire de Kyle soit partagée avec les organismes d'application de la loi à travers le pays, garantissant que les méthodes de Kyle seraient reconnues et empêchées à l'avenir. Angela Brennan était devenue un défenseur vocal de l'application plus forte des lois sur la pension alimentaire pour enfants, utilisant le cas de Kyle comme exemple de la façon dont les criminels de carrière pouvaient exploiter le système pendant que leurs victimes souffraient. Les 3 autres femmes que Kyle prévoyait de victimiser avaient formé un groupe de soutien pour les survivants de l'escroquerie romantique, transformant leurs proches avec une catastrophe en ressources pour d'autres femmes vulnérables. Quant à Blake lui-même,
il était émergé de la bataille plus forte et plus concentré que jamais. Son entreprise avait en fait augmenté au cours de la procédure judiciaire en tant que client et concurrent avait reconnu ses compétences en protégeant ce qui comptait pour lui. Emma et Caleb avaient prospéré dans leur nouvel environnement, exempts des influences toxiques qui avaient empoisonné leur développement. Mais peut-être le plus important, Blake avait à nouveau appris à faire confiance à son instinct. Il avait ignoré les signes d'avertissement de la trahison de Tiffany parce qu'il avait voulu croire en la famille qu'il avait construite. Maintenant, il a compris que la vraie famille ne concernait pas le sang ou les documents juridiques. Il s'agissait de loyauté, de respect et de valeurs partagées. Emma et Caleb ont eu ces qualités. Ils avaient prouvé leur caractère en se tenant avec leur père quand cela importait le plus. Et Blake savait qu'ils grandiraient pour être des adultes forts et de principes qui comprenaient la différence entre l'amour et la manipulation. Comme Blake avait caché ses enfants au lit la nuit après l'audience de garde, Emma lui avait posé une question qui avait prouvé qu'elle avait appris la leçon la plus importante de toutes. « Papa, comment saviez-vous que Kyle mentait quand il a dit qu'il nous aimait ?» Blake avait réfléchi attentivement avant de répondre, voulant lui donner une sagesse qu'elle pouvait porter à l'âge adulte. « Le vrai amour ne vous demande pas de choisir, » il avait finalement dit. « Le vrai amour n'essaie pas de vous retourner contre les gens qui ont toujours été là pour vous. Et le véritable amour ne disparaît pas lorsque l'argent s'épuise. » Emma avait hoché la tête solennellement, et Blake avait su que sa fille ne serait jamais vulnérable au type de manipulation dans laquelle Kyle avait spécialisé. La guerre était terminée, et Blake Morrison avait complètement gagné. Mais plus que cela, il avait récupéré sa famille et enseigné les leçons de ses enfants qui les protégeraient pour le reste de leur vie. Certaines victoires, reflètent Blake, valaient chaque dollar qu'ils coûtaient et chaque ennemi qu'ils ont créé. Chapitre 8. Le calcul. 6 mois après l'audience de garde, Blake a reçu un appel téléphonique qui lui a apporté une immense satisfaction. Le détective Rodriguez appelait à l'informer que Kyle Brennan avait été condamné pour toutes les accusations de 3 États et condamné à 22 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge lui a jeté le livre. A expliqué Rodriguez. Entre les escroqueries romanes, le vol d'identité, les violations des pensions alimentaires pour enfants et les accusations de complot de votre cas, Brennan envisage de passer le reste de ses années productives derrière les barreaux. La condamnation de Kyle avait été l'aboutissement d'un effet domino que Blake avait mis en mouvement. Une fois les méthodes de Kyle exposées, les victimes sont sorties de plusieurs États. Le FBI avait finalement repris l'affaire, révélant que Kyle faisait partie d'un plus grand réseau d'escrocs romantiques qui opérait à travers le pays depuis plus d'une décennie. Blake avait été invité à témoigner lors de l'audience de détermination de la peine de Kyle, et il avait profité de l'occasion pour parler directement à l'homme qui a essayé de détruire sa famille. « Vous êtes entré chez moi et j'ai tourné mes enfants contre moi », avait dit Blake, debout sur le podium des témoins tandis que Kyle était enchaîné à la table de l'accusé. « Vous avez manipulé ma femme pour trahir tout ce que nous avions construit ensemble. Vous pensiez que vous pouviez voler ma vie et repartir avec les bénéfices. » Kyle avait refusé de faire un contact visuel, mais Blake avait quand même continué. « Ce que vous n'avez pas compris, c'est que tout ce que vous vouliez, mon argent, ma maison, ma famille, j'ai construit à partir de rien par le travail acharné et le sacrifice. Vous pensiez que vous pouviez le prendre avec des mensonges et des manipulations, mais vous n'avez jamais compris ce qu'il en coûtait réellement pour créer. » Blake s'était arrêté, laissant ses mots s'enfoncer avant de livrer sa déclaration finale. « Vous allez passer les 22 prochaines années à apprendre ce que signifie ne rien avoir. Et chaque jour, vous êtes en prison. Je veux que vous vous souveniez que vous êtes là parce que vous avez essayé de voler à quelqu'un qui était plus fort, plus intelligent et plus impitoyable que vous ne l'avez jamais imaginé. » Le juge avait hoché la tête avec approbation alors que Blake était retourné à son siège et que le sort de Kyle avait été scellé. Mais l'emprisonnement de Kyle n'était pas la seule satisfaction que Blake avait reçue. L'exil de Tiffany en Floride s'était avéré encore plus dévastateur que Blake ne l'avait prévu. Les conditions de son règlement lui avaient presque imposé de reconstruire sa vie. Chaque fois qu'elle avait essayé de sortir avec quelqu'un, l'obligation de divulguer son histoire avait mis fin à la relation avant de commencer. Ses antécédents professionnels ont montré un écart de 15 ans où elle avait été une femme au foyer, ne la laissant qualifier que pour des emplois de salaire minimum qui ne pouvaient pas soutenir le style de vie auquel elle s'était habituée. La plupart des écrasements,
Les visites mensuelles supervisées avec Emma et Caleb avaient progressivement diminué à mesure que les enfants étaient devenus plus âgés et plus indépendants. Emma, maintenant âgée de 15 ans, avait été assez âgée pour refuser complètement les visites, tandis que Caleb avait continué à ne voir sa mère que par sens de l'obligation plutôt qu'une véritable affection. Blake avait surveillé la situation de Tiffany par le biais de l'enquêteur privé, non pas par cruauté, mais par nécessité. Il avait besoin de s'assurer qu'elle ne planifiait aucune sorte de retour ou de vengeance. Ce qu'il a découvert était une femme brisée qui vivait un chèque de paie pour chèque dans un studio, travaillant des emplois de vente au détail et passant ses soirées seule à regarder des émissions de télévision sur le style de vie riche qu'elle avait jeté. Tiffany avait vieilli rapidement sous le stress de ces nouvelles circonstances. Les vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par des tenues de magasin à prix réduit. Les traitements de beauté coûteux étaient un souvenir, et la femme qui avait autrefois attiré l'attention lors des événements du country club ressemblait maintenant à tout autre travailleur de la vente au détail d'âge moyen qui avait du mal à joindre les deux bouts. Blake n'a ressenti aucune sympathie pour sa situation. Elle avait fait ses choix avec la pleine connaissance des conséquences, et elle vivait simplement avec les résultats de ses décisions. Mais les changements les plus profonds ont été dans la propre famille de Blake. Emma était devenue une jeune femme confiante qui comprenait la valeur de la loyauté et du travail acharné. Elle avait maintenu d'excellentes notes, a rejoint l'équipe de débat et avait déjà commencé à parler de suivre les traces de son père en affaires. Caleb était devenu un enfant de 12 ans réfléchi qui n'a montré aucun droit qui avait marqué ses années précédentes. Il avait appris à apprécier ce qu'il avait et à comprendre que le succès de son père est venu du dévouement et du sacrifice plutôt que de la chance ou de l'héritage. Blake avait également appris à équilibrer son travail et sa vie de famille d'une manière qu'il n'avait jamais gérée pendant son mariage. Sans les demandes constantes de Tiffany pour plus d'argent et de symboles de statut, Blake a constaté qu'il pouvait subvenir aux besoins de ses enfants tout en étant présent pour des événements scolaires, des jeux sportifs et des dîners familiaux. L'appartement du Pontouse était devenu une vraie maison remplie de rires et de conversations au lieu des silences tendus qui avaient caractérisé les dernières années de son mariage. Emma et Caleb avaient régulièrement des amis. Et Blake avait découvert qu'il aimait être le père qui pouvait fournir des conseils et un soutien sans se soucier constamment du jugement ou des demandes de sa femme. Blake avait également recommencé à sortir ensemble, bien qu'il ait abordé des relations avec la sagesse durement gagnée de quelqu'un qui avait appris la différence entre une véritable affection et une manipulation calculée. Il avait rencontré Sarah Chan, un avocat qui avait construit sa propre pratique à partir de zéro et comprenait la valeur de l'indépendance et du respect mutuel. Sarah avait son propre argent, ses propres objectifs et sa propre vie. Elle ne cherchait pas quelqu'un pour la soutenir financièrement ou lui fournir des symboles de statut. Au lieu de cela, elle a apprécié l'intelligence de Blake, son dévouement envers ses enfants et sa capacité à construire quelque chose de significatif à partir de rien. Emma et Caleb s'étaient réchauffés à Sarah progressivement, reconnaissant qu'elle représentait tout ce que leur mère n'avait pas été. Authentique, solidaire et véritablement intéressée par leur bien-être plutôt que son propre confort. 6 mois après leur relation, Blake avait réalisé qu'il vivait quelque chose qu'il n'avait jamais eu avec Tiffany. Un partenariat entre égaux basé sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Mais peut-être le plus important, Blake avait à nouveau appris à faire confiance à son instinct. Les signes d'avertissement qui avaient été là tout au long de son mariage étaient désormais impossibles à ignorer. Il a compris la différence entre quelqu'un qu'il aimait et quelqu'un qui aimait ce qu'il pouvait lui fournir. Alors que Blake était assis dans son bureau un mardi soir, en examinant les rapports de ses concessionnaires tandis qu'Emma faisait ses devoirs à la table de conférence et que Caleb a pratiqué le piano dans la pièce voisine, il a réfléchi à la façon dont sa vie avait changé. L'homme qui avait déjà travaillé des jours de 18 heures pour éviter de rentrer chez lui chez une femme qui en voulait à son absence attendait maintenant avec impatience les dîners en famille et les activités du week-end. Le père qui s'était senti comme un étranger dans sa propre maison avait maintenant des enfants qui ont cherché ses conseils et apprécié son entreprise. Blake avait appris que le véritable succès ne faisait pas partie de l'accumulation de richesses ou de symboles de statut. Il s'agissait de construire quelque chose qui ne pouvait pas être volé ou manipulé loin de vous. Sa relation avec Emma et Caleb était plus forte qu'elle ne l'avait jamais été, précisément parce qu'elle avait été testée et prouvée. Ils avaient traversé le pire que la vie puisse jeter dans une famille, et ils étaient émergés plus près et plus résilients qu'auparavant. Blake Morrison avait perdu une femme et avait gagné son âme.
Il avait perdu une maison et avait gagné une maison. Il avait perdu ses illusions sur l'amour et le mariage. Mais il avait trouvé quelque chose de plus précieux. La connaissance qu'il pouvait protéger ce qui comptait le plus pour lui, peu importe qui a essayé de le retirer. Alors qu'il regardait ses enfants travailler tranquillement à proximité, Blake a senti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Satisfaction totale avec sa vie exactement comme elle l'était. La guerre était terminée et le côté droit avait gagné. Chapitre 9. Héritage. 2 ans après la condamnation de Kyle, Blake a reçu un visiteur inattendu dans son bureau. Emma, maintenant âgée de 17 ans et se préparant pour sa dernière année de lycée, avait demandé à lui parler en privé de quelque chose d'important. « Papa, dit-elle, s'installant sur la chaise en face de son bureau avec l'équilibre de quelqu'un bien plus âgé que ses années. J'ai pensé à Kyle et maman, et je veux que tu saches quelque chose. » Blake avait mis de côté son travail, lui donnant toute son attention. Au cours des 2 dernières années, Emma était devenue une jeune femme remarquable, intelligente, confiante et possédait une clarté morale que Blake a admirée et enviée. Elle avait hérité de son esprit analytique, mais l'avait combiné avec une intelligence émotionnelle qu'il apprenait encore à développer. Ce que vous leur avez fait, Emma avait continué, détruisant leur vie comme ils ont essayé de détruire le nôtre. Je comprends pourquoi tu devais le faire. Ils étaient des prédateurs et les prédateurs ne s'arrêtent pas tant que quelqu'un ne les arrête. Blake avait hoché la tête, sans savoir où se dirigeait la conversation. Mais je veux aussi que vous sachiez que vous regardez reconstruire notre famille m'a appris quelque chose de plus important que la vengeance. Emma avait dit, cela m'a appris à quoi ressemble la réalité. Emma s'était arrêtée, choisissant soigneusement ses mots. Blake avait senti sa gorge se serrer sous l'effet d'une émotion inattendue. Tu aurais pu passer le reste de ta vie à être en colère et amer à cause de ce qu'il nous avait fait. Emma avait continué. Au lieu de cela, tu as choisi de te concentrer sur la construction de quelque chose de meilleur. Tu nous as choisis chaque jour. Tu nous as choisis. C'est ce dont je me souviendrai quand j'aurai ma propre famille. Cette conversation était restée gravée dans la mémoire de Blake bien après qu'Emma eut repris ses études supérieures. Elle avait raison. Bien sûr, sa revanche sur Tiffany et Kyle avait été nécessaire, mais finalement secondaire par rapport à l'important travail de reconstruction de sa relation avec ses enfants. Blake avait appris que la vraie victoire ne consistait pas à détruire ses ennemis. Il s'agissait de devenir quelqu'un qu'il ne pourrait jamais vaincre, quoi qu'il nous fasse. L'épreuve de cette victoire était désormais omniprésente dans sa vie. Son entreprise s'était développée et comptait désormais des concessions dans 2 États supplémentaires. Mais Blake avait appris à déléguer plus efficacement, ce qui lui avait permis de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée qui lui avait été impossible pendant son mariage. Emma partait pour Stanford grâce à une bourse d'études partielle. Tandis que Caleb était devenu un musicien talentueux qui jouait avec l'orchestre des jeunes de la ville, la relation de Blake avec Sarah s'était transformée en un partenariat qui avait renforcé leur vie respective sans les consumeurs. Ils avaient emménagé ensemble l'année précédente, créant un foyer recomposé qui semblait naturel et solidaire, plutôt que forcé ou désespéré. Plus important encore, Blake avait découvert que la famille qu'il avait bâtie avec Emma et Caleb était plus forte et plus résiliente que tout ce qu'il avait perdu. Ils avaient été mis à l'épreuve par la pire des trahisons et en étaient ressortis avec des liens intacts et des valeurs clarifiées. Mais la prise de conscience la plus profonde de Blake était survenue 6 mois plus tôt, lorsque Caleb lui avait posé une question qui l'avait forcé à affronter la véritable portée de ses accomplissements. « Papa » avait demandé Caleb lors d'une de leurs randonnées d'un week-end, « Est-ce que tu as parfois pitié de maman ?» Blake avait mûrement réfléchi avant de répondre. Avait-il pitié de Tiffany? Elle avait 40 ans, travaillait au SMIC et vivait seule dans un studio dans une ville où elle ne connaissait personne. Ses enfants supportaient à peine ses visites mensuelles, et elle n'avait aucune perspective réaliste d'amélioration. « Je suis désolé pour la personne qu'elle aurait pu être », avait finalement dit Blake. « Je suis désolé qu'elle ait choisi de détruire quelque chose de bien au lieu d'apprécier ce qu'elle avait, mais je ne suis pas désolé pour les conséquences de ses choix. »« Tu crois qu'elle a appris quelque chose ?» avait demandé Caleb. Blake avait haussé les épaules. « Je l'espère pour elle. Mais qu'elle apprenne ou non n'a plus d'importance pour nous. Nous avons appris ce que nous devions apprendre et nous avons construit quelque chose de meilleur. » Cet échange avait cristallisé une idée que Blake nourrissait depuis des mois. Sa vengeance contre Tiffany et Kyle n'avait pas été une fin en soi. C'était une étape nécessaire pour protéger sa famille et lui donner un espace pour guérir et grandir.
La destruction de ses ennemis avait été totale et permanente, mais elle avait servi un objectif plus vaste qu'une simple satisfaction. Elle avait envoyé un message clair à quiconque envisagerait de s'en prendre à sa famille à l'avenir. Blake Morrison n'était pas un homme à prendre à la légère, et les personnes sous sa protection étaient hors de portée. Plus important encore, cela avait appris à Emma et Caleb que les actes ont des conséquences, que la loyauté compte et que certaines trahisons sont tout simplement impardonnables. Ces leçons leur seraient utiles dans leur propre vie, les protégeant du genre de manipulation qui avait failli détruire leur famille. Alors que Blake était assis à son bureau un vendredi soir, se préparant à partir tôt pour la cérémonie de remise des diplômes d'Emma, il repensait au parcours qu'il avait mené jusque-là. 3 ans plus tôt, il était un homme d'affaires prospère, prisonnier d'un mariage avec une femme qui ne le voyait que comme une source de revenus pour son train de vie. Il avait été séparé de ses enfants qui le considéraient comme une figure distante qui subvenait à leurs besoins matériels, mais ne jouait aucun rôle réel dans leur vie affective. Il était désormais père de 2 jeunes adultes remarquables qui sollicitaient ses conseils, appréciaient sa compagnie et partageaient ses valeurs. Il était en couple avec une femme qui le stimulant intellectuellement et le soutenait émotionnellement sans avoir besoin de lui pour financer son existence. Il dirigeait une entreprise qui subvenait aux besoins de sa famille, tout en lui permettant d'être présent pour les moments importants. Blake avait appris que la meilleure vengeance ne consistait pas à détruire ses ennemis. Il s'agissait de construire une vie si forte et épanouissante que leurs attaques devenaient insignifiantes. Tiffany et Kyle avaient tenté de lui voler sa famille, son argent et son avenir. Au final, ils avaient tout perdu, tandis que Blake avait gagné quelque chose de plus précieux que tout ce qu'ils avaient tenté de lui prendre, la certitude d'être exactement l'homme qu'il avait toujours rêvé d'être. Alors que Blake fermait son bureau à clé et se dirigeait vers la remise de diplôme d'Emma, il emportait avec lui la satisfaction d'un homme qui avait affronté la pire des trahisons et en était ressorti plus fort, plus sage et plus reconnaissant de ce qui comptait vraiment. La guerre était finie, et Blake Morrison avait remporté la seule victoire qui comptait. Il avait protégé sa famille et construit un héritage digne d'être transmis. Finalement, c'était une vengeance suffisante.